Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Humeur humoristique. Aujourd'hui je reçois l'humoriste et chroniqueur Pierre-Emmanuel alias PE. PE, comment ça va? Ça va super et toi? Ben ça va super. Franchement moi je vis le confinement un petit peu trop bien. Et toi? Ah, pareil, je le vis assez bien, je fais plein de choses intéressantes. Là, j'ai construit une table de jardin. J'ai vu ça sur ton Instagram. Ah bah oui, je l'ai partagé en story parce que en fait, je n'ai pas une vie suffisamment intéressante et donc je me dis, il faut que je la partage sur Internet pour que les gens me disent, waouh, ça a l'air trop bien. Alors que finalement, je pourrais me contenter de juste le garder pour moi. Tu partages aussi des belles photos de toi en maillot de ta copine. Oui, en fait, c'est les effets du confinement. Et j'avoue que moi, j'ai aucun problème avec ce genre de choses. Dans les effets du confinement, ben, à un moment donné, ma copine, je ne sais pas pour quelle raison, elle m'a dit ah, ça te dirait d'essayer un de mes maillots. Et je ne sais pas non plus pour quelle raison, j'ai dit mais oui, avec plaisir. Et donc, j'ai essayé le maillot et évidemment, on s'est dit oh, on va en faire une photo, on va le poster sur Internet, ça va être drôle. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que putain, effectivement, quand tu montes ton cul sur Internet, t'obtiens des likes, quoi. C'est la photo la plus likée de ma vie. Sérieux? J'ai eu plus de 1000 likes parce que je suis en bikini. Il y a rien d'intéressant à raconter, mais je suis en bikini. Donc, pendant une fraction de seconde, je me suis senti comme une influenceuse. Je monte la moitié de mon corps et j'ai plein de likes, alors que finalement, je propose rien du tout. Eh ben voilà, on sait comment lancer sa carrière sur Instagram. C'est la clé, achète un bikini. Je vais piquer ça à ma copine, elle va être contente. Mais sinon, t'arrives quand même à être super productif niveau humour, parce que t'as quand même fait plusieurs vidéos depuis, et puis t'as tes chroniques tous les vendredis dans le 6-9 sur Énergie. Le 6-9 en fait c'était le nom de l'émission il y a un an, mais maintenant ça pardon. s'appelle le Wake Up Show. Ah oui, c'est vrai. Parce que Putain. ils se sont renouvelés et donc ils ont redoré leur blason, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le pire, c'est que je l'écoute tous les vendredis, je ne sais même pas le nom de l'émission, c'est pour te dire. Le Wake Up Show. Moi, je commence à écouter à partir du moment où on fait PE, PE, et après j'écoute. C'est horrible pour le reste de l'émission, mais... 8h50 donc. La situation est riche en événements et donc oui forcément je m'amuse beaucoup en créant et en paniquant aussi beaucoup parce que d'un côté je constate qu'il y a énormément de gens qui essayent de faire de l'humour pour le moment, enfin genre Facebook c'est devenu un comedy club 2.0, tout le monde essaye d'être drôle. D'un côté c'est génial et d'un autre côté c'est un peu pompant. Et donc oui, je suis productif, mais en même temps, j'ai hyper peur parce que genre à force de voir énormément d'humour, je suis un peu lassé. Et je me dis oh, il faudrait que j'arrête avec les réseaux sociaux, que j'arrête d'essayer de créer des choses, que je laisse juste les gens qui ont envie de genre s'amuser entre guillemets. S'amuser et voilà ils vont divertir les gens et moi je garde mes blagues pour autre chose et puis après je me dis non c'est mon envie première, c'est en moi, c'est ancré, j'ai envie de distraire les gens d'une force, pour quelle raison j'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de les distraire, j'ai envie de les amuser. Je me dis putain si j'arrache un sourire aujourd'hui, mais c'est comme une victoire quoi. L'humour c'est un truc je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai aucun affect avec les Diables Rouges. Ils peuvent gagner, perdre, j'en ai rien à caler parce que je me dis juste si j'arrive à faire sourire quelqu'un aujourd'hui, moi j'ai tellement gagné la Coupe du Monde et donc je m'en branle en fait. Les gens qui courent derrière un ballon, je suis content pour eux, tu vois, je veux dire ils gagnent 3 millions pour courir, pour taper dans une balle, tant mieux pour eux. Moi je gagne que dalle à essayer de faire rire les gens et j'ai l'impression de faire quelque chose de plus constructif. Toute forme de métier ou d'art est chouette. Et actuellement, effectivement, ce qu'on vit est très riche parce qu'il y a de tout dedans. Bah, il y a de l'humain dans toute sa splendeur, quoi. On passe dans tous les états d'âme, on passe dans toutes les humeurs possibles et imaginables. Et donc, je sais pas si c'est très enrichissant, mais c'est très riche. C'est clair. Mais par contre, c'est super dur de parler d'autre chose que la situation en ce moment, quoi. Bah, niveau écriture, ouais, c'est dur et en même temps, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi, je pense. Donc, je ne le fais pas bien du tout, vu que je parle énormément de l'actualité. En même temps, c'est ce qu'on me demande de faire quand je suis à la radio, c'est de faire débriefer l'actualité. Mais il y a un truc de formidable à justement parler d'autre chose. On oublie qu'en fait, énormément de choses qui existent encore sur le côté. Il n'y a pas que le coronavirus. Et donc voilà, mais après, évidemment, le coronavirus et la situation actuelle donnent envie d'écrire énormément de choses. Juste déjà se poser la question de pourquoi tous les jours on nous dit combien il y a de morts. On n'avait pas ça avant. On n'avait pas cette chance avant. Alors on peut pas comparer les maladies, je pense.
parce que c'est un peu con, mais on peut comparer les chiffres. Et les chiffres, alors, peuvent permettre de sourire ou de rire. Et donc, c'est là où le boulot d'humoriste est intéressant, c'est d'aller parfois de façon un peu fausse ou un peu... ah merde, je ne sais plus comment c'est le mot... de mauvaise foi, voilà. On voit les choses... En humour, on peut grossir les traits en étant de mauvaise foi et exagérer sa mauvaise foi fois 1000 parce que c'est de l'humour. Le problème, c'est que comme maintenant tout le monde veut faire de l'humour, les gens confondent quelqu'un qui fait juste un statut coup de gueule avec quelqu'un qui fait de l'humour, et donc ça m'est déjà arrivé de me prendre des commentaires de ouf de la part de gens qui étaient là, ouais, faut arrêter avec vos fake news. Et moi, j'ai pris le temps quand même de répondre à ce genre de personnes en disant, oui, mais moi, je suis un humoriste, je suis pas un média, quoi. Donc si vous essayez de vous informer chez moi, c'est que vous vous êtes trompé. Parce que moi, je n'informe pas les gens, en fait, j'essaye juste de les distraire. Moi, j'avais fait une chronique avec les mesures du confinement, mais j'avais inventé les miennes. Ah, drôle! Et le truc a été retiré de Facebook, en fait. Il a été analysé, en fait, parce que c'était les mesures de confinement, et pour éviter les fake news et les soirées lockdown et tout ça, ils avaient supprimé le post. Ah merde! Moi, je l'ai posté, je me suis dit, ça va bien marcher et tout. Et puis je regarde, et en fait, tous mes posts ont disparu. Les partages que ma copine avait fait, parce que c'est la seule personne qui avait partagé, je me rends compte que même son partage, il est plus là, et plus tard dans la journée, je repartage, et les posts ont réapparu après. T'as eu une analyse sur ce que tu racontais, c'est fou ça. En fait, c'est le syndrome du titre. Quand quelqu'un lit un titre et réagit spontanément au titre sans avoir lu l'article, je pense que Facebook agit de la même manière, par moment, juste en oubliant, genre, ok, ça c'est une page d'un artiste qui fait de l'humour. En même temps, si ton propos humoristique, il est pas bon ni quoi que ce soit, soit les gens vont te le dire, soit il y a pas assez de gens qui te suivent et il va passer inaperçu au milieu du flux d'informations parce que Facebook génère tellement d'informations à la seconde. Enfin, parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir genre une photo où Facebook analyse ce qui est raconté. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, sauf que la photo, genre, elle datait de 2014. Et j'étais là, waouh, vous avez mis 6 ans pour analyser un post. Au niveau de l'efficacité, on est sur un échec, quoi. J'ai l'impression que c'était un ministre de la Santé en Belgique. Voilà, j'allais dire on est sur une Maggie de Bloc. Ouais, mais il y a pas que Maggie de Bloc, en fait. C'est Maggie de Bloc, c'est tête de gondole, quoi. Je crois qu'elle, s'il faut faire une biographie, ce sera un destin tragique, parce que quand elle a commencé justement en 2014, c'était une ministre de la Santé qui était redoutable, extraordinaire, aimée de tous. Et je pense que pour le moment, au-delà du fait que moi j'adore faire des blagues, y compris sur son travail, je préfère préciser sur son travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des blagues sur son physique. Oui. Je trouve que c'est vraiment très dommage en fait finalement parce que c'est Maggie de Bloc, qu'elle soit en bon point ou pas, on s'en fout au final. Le principal c'est son boulot. Elle est ministre de la Santé, point. Et on n'a pas besoin d'essayer de savoir si elle pèse 4 kilos de plus que la moyenne ou quoi que ce soit. Ça ne fait grandir personne, ça n'élève pas l'humour. Mais par contre, oui, elle donne envie de faire plein de blagues sur comment elle travaille. Et surtout, le parcours, quand elle a commencé, comme je disais, c'était une femme incroyable. Je pense que ça reste une femme incroyable, mais quand elle a commencé, elle était aimée de tous. Et il y a eu un retournement de situation affolant parce que maintenant, elle est genre détestée de tout le monde. Et tu te dis, putain, mais ça reste là quand même la même personne. Et il y a 6 ans, elle abattait un boulot extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, elle abat toujours un boulot oufissime. Le problème, c'est qu'elle prend des décisions qui sont moyennes, quoi. C'est clair. Mais donc, toi, tu fais des chroniques principalement sur l'actualité, mais des fois, tu y ajoutes des petites anecdotes de vie aussi. Est-ce que tu as vraiment une liberté absolue sur ce que tu vas raconter ou il y a quelqu'un qui va lire avant ce que tu fais ou... Oh non, j'avoue sur Énergie, ça c'est vraiment une chance extraordinaire. J'ai une liberté de ton totale, personne ne relit mon texte. Les fois où le propos a été censuré, ça venait de ma part parce que je reste quand même conscient que la liberté d'expression n'est pas défendable de la même manière en radio, en télé ou sur scène. Là, l'exercice, il est en radio et donc je me dis, j'ai une liberté de ton totale, mais je reste quand même conscient que contrairement à la scène, je ne vois pas les gens à qui je m'adresse et je ne sais pas où mon propos va pouvoir partir, comment il va partir et s'il part mal, je ne peux clairement pas le rattraper, le modifier. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des vannes hyper trash et d'appeler la direction directement en disant qu'est-ce que vous pensez de cette vanne, et ils m'ont déjà dit ouais, garde-la pour la scène, mais à la radio, si ça part mal, ça va être chiant. Et donc, il n'y a jamais eu de censure, mais il y a eu énormément de communication.
Et je pense que c'est le plus important. J'ai jamais été un espèce d'anarchiste au niveau de la défense de la liberté d'expression. Je me dis juste, voilà, on a des choses à dire et après il faut pas oublier de l'endroit où tu les dis. Si je fais, genre exemple, si je fais une blague de cul, je sais que sur Énergie, il va y avoir des enfants qui ont entre 7 et 15 ans qui vont écouter le bazar. Je me dis, c'est quand même plus intéressant si la blague de cul, elle est... enfin, si y en a une, je préfère qu'elle soit un petit peu intéressante ou subtilement amenée, plutôt que de genre ma bite, parce que sinon tu te trouves avec un truc un peu de beauf. Et je me dis, ce qu'il y a d'intéressant aussi et qui est magique, même si je peux pas le voir, c'est de me dire, je vais faire une blague, il y aura peut-être une allusion sexuelle. S'il y a un enfant et ses parents qui sont dans la même voiture au moment où je fais la vanne, moi je trouve ça plus enrichissant de me dire, l'enfant va rire parce qu'il ne sait pas ce qui vient de se passer, mais il a trouvé ça drôle, et les parents vont rire en se disant, putain, pourvu que notre enfant n'ait pas compris, mais c'était quand même drôle. Et donc il y a une magie, mais après, ça peut pas fonctionner à chaque fois, mais si j'arrive à obtenir ce genre de choses par rapport à ce genre de blague, je trouve que c'est des petites victoires et que c'est très intéressant. Mais à fond. Mais en plus, je trouve que tu vas toujours loin dans ce que tu dis parce que t'as un humour que, d'ailleurs, tu le qualifies toi-même de trash, mais convivial. J'adore cette phrase, ça m'est resté dans les sketchs. Oh, merci. Hein, je trouvais que la formule est nickel pour expliquer en fait le style. C'est trash, mais convivial. C'est vraiment ça. Quand je recommande tes sketchs ou je dis va écouter la chronique sur Énergie de PE, je dis à chaque fois ça. C'est la meilleure définition pour présenter ton style, je trouve. Bah écoute, merci beaucoup. Mais c'était un truc, peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi, quand tu montes sur scène et que tu fais des blagues. Bien souvent, les gens demandent quel est ton style. Et ce que je trouve de dommage avec l'humour, c'est qu'on essaye toujours de mettre dans une case. Ah oui, ça c'est de l'humour noir, ça c'est de l'humour absurde, ça c'est du jeu de mots, ça c'est de l'humour d'observation. Et je me disais, en fait, pour moi, même si chaque être humain a des préférences et des prédispositions sur certaines choses, genre oui, moi je préfère l'humour noir ou moi je préfère l'humour absurde ou quoi que ce soit. Je me dis quelqu'un qui monte sur scène, même si son humour, l'essence même de qui il est, vont être prédominantes sur scène, je pense que c'est quand même un peu dérangeant de vouloir cataloguer absolument les gens dans une case. Après évidemment, il y a des genres Laura Lone, ce serait difficile de la mettre dans l'absurde. Oui. C'est de l'humour noir. Moi, genre, j'ai pas vraiment un style défini, genre c'est pas noir, pas absurde ni quoi que ce soit, c'est juste, j'appartiens à la catégorie des gens qui se disent, moi j'aime bien faire rire. Et donc, quand on me posait vraiment la question de, je sais quoi ton style d'humour, à un moment donné, c'est vraiment tombé sous le sens où j'étais là, strash mais convivial en fait. Parce que je rigole aussi bien à une blague de pédophile qu'à un vieux bruit. Bien amené, je rigole de la même manière et pour moi ça reste juste de l'humour. Et donc, j'aimais pas trop le côté case, c'est quoi ton humour? Et donc je m'étais dit, bah en le définissant, en disant juste c'est du trash convivial, ça balaye plein de choses. Ça me fait rire parce que l'exemple de la blague de paix a été utilisé aussi par Félix dans l'épisode que j'ai enregistré avec lui. Et j'en profite pour te dire que Félix te fait des bisous, parce que je lui ai dit que j'enregistrais avec toi aujourd'hui, donc il te fait des bisous. Voilà, c'est fait. De même, moi aussi, j'adore Félix, je trouve qu'il est incroyable. Et en plus, il est très impressionnant parce qu'il a une maîtrise de la langue française qui est assez jouissive. Enfin, à l'écoute, en tout cas, c'est quelque chose de drôle et poétique. Parce qu'il maîtrise la langue et comme beaucoup de gens, je vais faire la même comparaison, mais bon, il est dans la veine d'un Raymond DeVos. Et genre, par exemple, moi, mon humour qui est trash, on n'aurait pas pu le douter à la base, puisque justement, mon humoriste préféré, c'est Raymond DeVos. Dans les humoristes qui m'ont donné envie ou qui m'ont inspiré quand j'ai commencé, donc, il y a 15 ans. Oh, long time ago. Justement, hein, Félix, c'est quelqu'un qui justement prouve que il y a rien de ringard à faire des jeux de mots. Et c'est ça qui est dommage aussi parfois de la part de certains défenseurs de la liberté d'expression, c'est qu'on les entend d'un côté dire oui, liberté d'expression, laissez-nous dire ce qu'on veut, mais qui d'un autre côté vont dire les jeux de mots c'est interdit, il faut arrêter avec cette truc. T'as envie de dire, ça fait partie de la liberté d'expression, si quelqu'un a envie de s'exprimer en faisant des jeux de mots, laisse-le faire en fait. Si t'aimes pas, dis juste j'aime pas plutôt que de dire qu'il faudrait interdire. C'est clair. Mais on va revenir à toi. Donc ton style, comme on disait, il est trash mais convivial. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre cette partie conviviale et qui te démontent dans les commentaires ou qui détestent ce que tu fais et te le font bien savoir? Ou t'as pas trop ce problème-là au final? Quand je faisais des chroniques sur la première,
j'ai été incendié par quelques auditeurs qui ne m'aimaient pas du tout et qui avaient envie et besoin apparemment de le faire savoir. Mais sinon, dans l'ensemble, non, ça va. J'ai la chance de ne pas avoir fait un énorme buzz à ce niveau-là et donc les gens qui me suivent sont des gens qui avaient envie de me suivre. Donc ils sont bienveillants parce que le truc c'est qu'avec l'humour, quand quelqu'un adhère à ce que tu fais, il va te suivre et après il va quand même humainement par moment être hyper emballé de ce que tu fais et à d'autres moments il va être un peu déçu en se disant ouais je m'attendais pas à ça ou tu nous as habitués à autre chose mais bon ça reste très humain et donc finalement les gens sur mes réseaux sociaux ils sont quand même toujours très positifs et même leurs critiques en général quand elles sont négatives, elles restent constructives. De temps en temps, j'ai un fils de pute qui passe et qui me met un commentaire hyper négatif. Je dis fils de pute parce que c'est le genre de personne en fait qui te met un commentaire où t'as envie de dire mais là c'est ni constructif ni rien du tout, tu vois, c'est genre t'as juste le commentaire, tu le lis, il est mis, t'es qu'une merde et t'es là, moi vraiment je veux bien m'améliorer mais avec ça je sais rien faire. Ouais, c'est vrai que c'est rien à faire du tout, c'est clair. C'est toujours un truc que j'ai pas compris, c'est que si t'aimes pas une vidéo, tu la coupes, si t'aimes pas ta radio, tu zappes. J'ai jamais compris ce truc d'aller insulter quelqu'un parce que t'aimes pas ce qu'il fait. Mais oui, à fond. Mais justement, on en parlait dans le podcast du What the Fun. Il m'avait posé une question genre sur Kev Adams. Et il me disait, tu le trouves drôle? Et puis tu sais, je dis, Kev Adams, il est suivi par des gens, mais ça se compte en millions. Et je vais me dire, ben forcément, si t'as autant de gens qui le suivent, c'est qu'il doit avoir quelque chose de fondamentalement drôle. Il remplit des salles et tout. Et donc je me dis, bah, tu sais, si t'aimes pas, ben, passe ton chemin et va soutenir les gens que t'aimes bien plutôt que de crier sur tous les toits que t'aimes pas une personne. Parce qu'en fait, ça fait avancer personne. Tu vois, juste à part, oh, tu l'aimes pas. Ok, merci pour l'information. Et donc, tu nous conseilles qui? Non, mais lui, je l'aime pas. Je dis, ok, d'accord, mais tu nous conseilles qui? Parce que finalement, t'as juste dit que t'aimais pas quelqu'un et ça a servi à personne. C'est clair. T'en as parlé un petit peu, t'as fait avant des chroniques sur la première, que moi j'aimais bien. Mais je trouve que depuis que t'es passé sur Énergie, t'es monté d'un niveau, quoi, je trouve. Je sais pas si c'est l'ambiance, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une progression Ah de ouais. fou entre les deux. T'attribues ça à quoi, en fait? Alors en fait, quand j'étais sur la première, j'étais un peu dans un truc de panique. Bonjour, c'est mon amoureuse qui vient d'arriver. Attends, 2 secondes, ça a été? C'est Régis, je fais mon podcast là. Ça va? Vous avez pris de la viande? Oui. Parce qu'on va faire un barbecue, on fait un barbecue ce soir. Ok, mais bon barbecue ce soir. Ouais, bah, Ah, oh merci. je vais laisser ça dans le podcast d'office. Ouais, ouais, moi c'est toujours très humain. Que ce soit sur scène ou en podcast, je pense qu'il faut vivre la vie à 100%. Donc en fait, la différence entre la première et Énergie, c'est que quand je suis arrivé sur la première, honnêtement, c'était ma première expérience en tant que chroniqueur radio. Je savais pas très bien dans quoi je débarquais. J'avais envie d'imiter clairement le ton de mes camarades qui avaient fait cet exercice avant moi, à savoir Laurence Bibot, Guillermo Guise ou encore Alex Vizorek qui étaient chroniqueurs à la première avant que moi j'arrive. Et c'est quand eux ils ont arrêté que la radio a cherché des nouveaux chroniques. Donc j'avais fait un casting et j'avais été sélectionné. Et puis quand j'ai commencé, ben, c'est comme dans tout, je pense au début t'essayes un peu avec ce que tu connais, donc j'avais essayé de faire avec le ton d'un Alex Vizorek, j'avais essayé de trouver un peu la folie d'un Guillermo Guise, j'avais essayé de trouver l'euphorie d'une Laurence Bibot, et c'est le truc, c'est que j'ai découvert grâce à eux et grâce à la première l'univers de la radio et de l'exercice de la chronique radio, mais ça a été détestable parce que comme j'étais pas moi-même, je faisais juste des choses en me disant ah peut-être que là je fais bien, je suis dans un ton que les gens connaissent. Et en fait quand ça s'est terminé avec la première, j'ai eu une proposition sur Énergie. Et fort de l'expérience où j'ai fait 1 an de chronique, je m'étais dit ça je veux plus jamais le vivre. Je veux plus essayer de parler de choses que je connais pas, parce que bah, à la première il y avait des invités politiques et c'est genre quand on recevait l'eurodéputé d'Espagne pour parler de la crise en Catalogne, moi j'étais là putain je ne sais même pas c'est qui ce type, je suis même pas au courant en fait finalement de ce qui se passe en Catalogne, c'est même pas je suis pas au courant, c'est je m'en branle d'une force, je m'en fous en fait, tu sais quoi, je fais il y a déjà suffisamment de problèmes en Belgique, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que des Catalans ont envie de se séparer du reste de l'Espagne, je fais faites ce que vous avez envie. Moi, je viens pas chez vous. À la limite, je viens en vacances. Et quand je viens en vacances chez vous, première inquiétude, c'est pas de savoir si est-ce que vous allez vous séparer ou pas. Ma première inquiétude, c'est de savoir, bon, le barbecue, on le fait à quoi? 18h ou 20h? Et donc, il y avait plein de trucs par rapport à la première qui étaient hyper intéressants. Et j'aimerais bien, tu vois, à la limite, refaire l'exercice de la première
dans 5 ans, quand j'aurai fait mes armes à fond sur énergie et peut-être d'autres radios, j'en sais rien, mais là maintenant que j'ai commencé sur énergie, où je me suis dit il faut pas que je recommence les mêmes erreurs que sur la première, il faut que je me laisse aller, il faut que je dise ce que je pense, quitte à me tromper en fait, sans avoir vraiment peur de me tromper. Et ce qui va être bien, c'est que justement les auditeurs d'énergie sont moins à cheval sur l'exactitude des faits que t'énumères, parce qu'évidemment la première, tu dis un truc, genre oui, Georges Louis Boucher a signalé que t'as intérêt À vérifier. à ce que tu racontes soit au mot à mot, parce que sinon les gens te tombent dessus en disant non, c'est pas exactement ce qu'il a dit et tout, alors que sur énergie, c'est pas du mot à mot ou quoi que ce soit, les gens, on est là juste pour rire. Et après, évidemment, c'est toujours essayer de garder une conduite honnête, ne pas modifier la réalité. Et si je la modifie, il faut qu'on sente qu'elle a été vraiment modifiée pour le gag. Je crois que je n'aurai jamais assez d'énergie, de mots, pour remercier Énergie, parce qu'ils m'ont offert une opportunité extraordinaire de prolonger la découverte de mon métier, qui est d'essayer de faire rire les gens. Parce que là, c'est juste du pain béni, quoi. À fond. Mais moi, je trouve que t'as vraiment trouvé ton style. Il y a un rythme, il y a une énergie. Et enfin, c'est super drôle. Donc moi, je suis vraiment client à mort, mais je regarde tous les vendredis d'office dès que ça Oh, sort. merci beaucoup. C'est gentil. Mais dans le podcast, tu vas être habitué. Hein. Je fais que des compliments à mes invités. C'est pour ça que je les reçois. Moi, c'est le seul intérêt. C'est juste de recevoir des gens que j'aime bien ce qu'ils font. C'est plus sympa qu'autre chose, hein, finalement. C'est bien, en fait. Je pense que c'est une bonne énergie et que c'est un truc qu'il faut développer à fond. Parce on vit dans une société où, et c'est ce que je fais dans mes chroniques, j'aime bien critiquer, mais dans le sens, j'aime bien vanner. Alors que il y a plein d'autres trucs où t'es là, les gens vont juste critiquer pour critiquer et t'as envie de dire ouais, mais ça n'a rien apporté. Moi j'aime bien critiquer. Genre un des exemples que j'ai actuellement, c'est par exemple Sophie Wilmès, notre première ministre. Je trouve ça très intéressant en fait d'aller faire des blagues sur ce qu'elle défend, sur la façon dont elle le défend, tout en restant conscient que c'est pas une situation évidente et rester en fait conscient que avant d'être une politicienne, c'est surtout un être humain. C'est vraiment un truc qu'il faut pas oublier. Et donc moi quand je fais des blagues sur les politiciens, je me dis toujours là je vanne pas la personne, je vanne la personnalité politique. Et puis après il y a des fois quand je me réécoute, parce que je me réécoute toujours, je me dis oh je suis nul en disant un truc pareil. Et puis après je me rappelle que oui c'est pas la personne que je critique, c'est toujours la personnalité publique ou politique. Genre ouais, comme Maggie de Bloch en fait. Son physique jamais, je trouve pas ça intéressant, mais les décisions qu'elle prend ou les actions qu'elle fait, genre quand elle se gratte le nez, je trouve que c'est super drôle en fait. Tellement c'est humain, quoi, parce que moi j'ai bien aimé faire plein de blagues là-dessus, dans la mesure où je me dis, mais ouais, mais moi je me gratte tellement le nez. Moi aussi, tu sais, genre tu me mets dans des embouteillages, je crois que la première chose que je fais, c'est je me gratte le nez, quoi. Moi, c'est un truc que j'adore regarder quand tu es à l'arrêt. C'est de regarder la voiture À à fond, côté pour voir les gens qui se curent le nez. C'est une passion. à fond, il y a ce truc-là, quoi. Et surtout voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur trouvaille. Est-ce qu'ils vont gentiment ouvrir un peu la fenêtre, en faire une boulette, la laisser tomber, ou est-ce qu'ils vont l'avoir collée au doigt, la manger, et pire, parfois la coller sous le fauteuil. Ah oui. Il y a plein de trucs, quoi, mais je me dis, oui, Maggie de Bloch, mais justement, ça c'est un super exemple, quoi. Tu fais des blagues et tu te dis, ça humainement, je pense que tout le monde a déjà été dans son nez. Pourtant, il y a moyen de faire plein de blagues sur le fait que, bon, enfin, putain, elle a été dans son nez. Mais c'est juste parce que elle l'a fait à un moment donné où ça aurait été préférable qu'elle ne le fasse pas. Et donc, tout ça devient hyper comique. Comme dirait mon humoriste vivant préféré, Mike Ward, c'est toujours l'intention et le lieu, quoi. Et en parlant de personnalités sur lesquelles tu fais des vannes, il y a un running gag dans la chronique où tu fais toujours une vanne sur Stéphane Moreau. Ça fait quelques semaines que t'en fais une à chaque fois, au moins par chronique. Ça fait 6 mois. En fait, enfin ouais, peut-être plus. J'ai commencé à faire Stéphane Moreau. Je l'avais mis au début et ça me faisait rire parce qu'en fait, en début d'actualité politique sur la période septembre-décembre 2019, Stéphane Moreau était fort présent. Genre chaque semaine, il y avait un article qui reprenait ses déboires, ses erreurs, ses fautes, tout ce qu'il y avait de louche autour de lui. Et donc à chaque fois, comme il faisait partie de l'actualité, je faisais des blagues et je sais plus, genre fin décembre, je fais un gag en disant dedans que tant qu'il aura pas rendu l'argent, je ferai des vannes sur lui toutes les semaines. Et en fait finalement, comme la justice n'a rien tranché par rapport à lui, on le sait pas s'il a détourné de l'argent.
Puis je me souviens, je vois un ami que j'ai pas vu depuis des années. On se suit en fait sur les réseaux sociaux. Et lui, il appartient aux gens qui publient pas grand chose mais qui suivent tout. Et moi, j'appartiens aux gens qui publient énormément et qui suivent aussi beaucoup de choses. Une publication qu'il voit, c'est je partage de nouveau une mitraillette parce que je suis un gros consommateur de mitraillettes. Il m'envoie un message privé en disant attends, quand est-ce qu'on va manger une mitraillette ensemble? Je le prends au mot, au tac, je lui fais demain. Il me fait ok, nickel, je suis disponible et on va ensemble. Tu sais, c'était super chouette, on se retrouve, on se remémore plein de souvenirs. Puis à un moment donné, on parle des chroniques où il me dit qu'il aime bien, même si de temps en temps c'est pas sa cam, et je trouve ça intéressant d'avoir. Je dis ah tiens, qu'est-ce que t'aimes bien? Parce que je trouve ça vraiment hyper cool d'avoir un avis d'un gars, même si je le vois pas beaucoup, qui en tout cas a été présent dans ma vie, c'est un ami, et je me dis je vais avoir un avis qui sera pas spécialement bienveillant, mais en tout cas qui sera objectif. Et dedans, à un moment il me dit putain, mais un truc que j'adore par contre, c'est tes blagues sur Stéphane Moreau. Il me dit je ne sais pas pourquoi, cette espèce de running gag, et moi je lui dis honnêtement, je lui dis j'en peux plus de faire des blagues sur Stéphane Moreau, je crois que je vais arrêter. Et il me dit, ah non, non, non. Il me dit, ah non, 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 t'as dit dans un de tes trucs, tant qu'il n'a pas rendu l'argent, tu fais des blagues sur lui. Et en fait, c'est ce jour-là où je me suis dit, ok, je continuerai à essayer de toujours avoir la blague sur Stéphane Moreau. Même s'il n'est pas dans l'actualité, je me dis toujours, ok, c'est un running gag. Je l'ai même dit dans une chronique où je me disais peut-être que ça va s'essouffler, que ça va faire chier les gens et tout, mais c'est comme dans le dîner de con, quoi. C'est devenu un peu mon con, Stéphane Moreau, quoi. C'est ma cible. C'est finalement quelqu'un que je ne le connais pas. Je suis pas fan de ce qu'il a fait en politique ou quoi que ce soit. Mais finalement, je me suis pris d'affection. C'est le syndrome de Stockholm à travers les blagues. Et maintenant, quand je fais une vanne sur lui, j'essaye toujours de soigner la vanne en me disant j'espère profondément que ce running gag en fait va surprendre les gens et va les amuser en se disant tu vois, il y a une espèce d'attente qui a été créée parce qu'il y a des gens il y a parfois je publie un truc sur Facebook et les gens me sont là Stéphane Moreau, et puis je suis là bah oui mais enfin bon, j'ai pas envie d'en parler tout le temps non plus, mais dans les chroniques ouais, ça je me dis toujours oh ok, quand la blague apparaît, je me dis toujours oh, pourvu qu'elle soit surprenante. Bah oui, moi je l'attends à chaque fois et j'allais te demander justement si t'en avais marre de la faire ou si c'était devenu une galère de la placer, mais t'as répondu à la question. On a parlé un petit peu de ton actualité, donc les chroniques, puisque tu es confiné, donc le reste de ton actualité est plus limité. Mais du coup, on va en profiter pour remonter un petit peu le temps. C'est parti, le moment visiteur. Tu. Et j'aimerais bien savoir un peu comment tu étais quand tu étais enfant. Est-ce que tu étais déjà le comique? Est-ce que tu étais du genre à faire des blagues à tout le monde? Ou alors pas du tout? Oh, mais c'est trop chouette que tu poses cette question parce que justement, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Je me demandais, tiens, est-ce que évidemment faire de l'humour, c'est une remise en question perpétuelle? Est-ce que je suis drôle? Est-ce que je suis à ma place? Enfin, blablabla. Je te refais pas l'historique. Et je sais pas, c'était avant le confinement, mais genre un mois avant le confinement, je passe chez ma maman et elle me donne un truc, un sac avec des souvenirs. Et il y a plein de trucs parce que je suis quelqu'un qui garde en fait tout. J'ai dans des boîtes plein de choses qui datent de parfois 30 ans. Et dedans, il y a une assiette en carton qui a été faite pour un de mes anniversaires, mais genre j'avais 10 ans, je crois, un truc du style. Et c'est tous les élèves de la classe qui m'appréciaient, j'imagine, parce que ceux qui m'appréciaient pas n'ont pas dû le faire, mais ceux qui m'appréciaient en fait ont tous noté un mot, une attention sur cette assiette. Et dessus, il est mis plein de commentaires. Et c'est là où justement, quand je me posais des questions, est-ce que je suis drôle? Est-ce que j'ai déjà été drôle? Où je me suis dit, le meilleur avis, c'est l'avis d'un enfant. Un enfant ne ment pas, il n'a pas de filtre. Et ce qu'il y avait de dément, en fait, c'est que sur cette assiette, il était mis tu nous fais trop rire. Et j'étais là, wow, je suis drôle. Je suis un comique. Je pense pas moi personnellement avoir toujours eu envie de faire rire, mais je pense que ça fait quand même longtemps que j'aime divertir. Pas spécialement faire rire, parler, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir le rire pour divertir, et ça qui est intéressant, quoi. Et donc j'aime bien, j'aime bien ça. En faisant mes petites recherches, j'ai vu que en fait, quand tu as découvert le théâtre à l'école, ça a vraiment été une révélation pour toi, en mode enfin quelque chose qui m'intéresse, enfin quelque chose qui me fait vibrer, parce que les maths, Oui, c'était pas le truc qui te faisait vibrer. j'aimais pas tous ces trucs-là, et j'ai des parents qui sont vraiment à des opposés au niveau de leur fonctionnement. J'ai un père qui est très littéraire, et j'ai une maman qui est très littéraire aussi, mais
qui, à l'opposé de mon père, est très mathématique. Elle adore les maths, c'est quelque chose que mon père ne possède pas, c'est le goût des maths. Comme toute personne qui aime les maths, il y a une magie qui se dégage de ça, tu sais, de pouvoir calculer, de pouvoir raisonner, de pouvoir essayer de comprendre comment tu vas arriver à développer un problème ou des trucs pareils. Et c'est une magie en fait que moi je n'ai pas hérité quoi. Ça ne me parle pas. Je vois des maths et malheureusement je suis insensible à cette entre guillemets magie. Et je vois des chiffres et je me dis juste oh merde c'est quoi cette galère. Pourtant bon nombre de mes amis et tout adorent ce genre de choses. Et je me dis ah putain si je pouvais être comme eux à ce niveau-là, pouvoir avoir cette espèce de d'appétit, ce goût du savoir par rapport aux maths où tu sens qu'ils sont animés de quelque chose juste pour résoudre une équation et tu vois non mais attends parce que si A au carré fait que plus B mais attends d'abord il faut faire l'addition, la soustraction ou la multiplication et tu les vois qui s'amusent et qui s'amusent avec des détails où c'est des blagues pour eux sont là non mais attends t'as oublié qu'il y avait une parenthèse et t'es là ah oui il y a une parenthèse alors que moi tu me parles comme ça je fais ok les parenthèses ça n'a rien à voir avec les mathématiques tu prends la parenthèse tu mets en français c'est quand tu fais une aparté tu mets une parenthèse là je comprends mais si tu me mets des chiffres et que c'est pas des chiffres et que c'est des lettres parce que A plus B au carré, moi je fais non, 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 ça c'est pas des mathématiques, ça c'est du français qui essaye de se déguiser en calcul. Et donc, je n'ai pas la fantaisie des maths. Mais c'était quoi la question au début? La question au début, c'était le théâtre. Ça a été une révélation pour toi. Ouais, voilà. Et donc, en fait, le théâtre, c'est justement, en fait, moi j'avais pas, je n'avais pas cette folie. Je ne me retrouvais pas dans cette folie, mais je voyais genre ma maman qui délirait avec ses maths et moi j'étais là, mais à quel moment à quel moment je peux développer ma folie parce que moi tous ces trucs, toutes ces énigmes, toutes ces équations, toutes ces inconnues ne m'animent pas. Et le jour où je découvre le théâtre, où je découvre le goût de jouer, où je découvre la possibilité de pouvoir incarner un personnage qui n'est pas du tout toi, le premier rôle que j'ai eu au théâtre où vraiment où je me suis dit oh waouh, c'est je m'étais glissé dans la peau d'un nazi qui est à l'opposé de tout ce que j'aime, de tout ce que j'ai envie de défendre au niveau des idées. Et je m'étais dit là j'incarne un personnage. Et je m'étais dit voilà là j'ai trouvé mes mathématiques à moi, j'ai trouvé mon équation, mes inconnus, j'ai trouvé ce qui va m'animer. C'est fabuleux de finalement te dire juste pour distraire des gens je vais donner vie à ce que je n'aime pas, comme par exemple un nazi. Je n'aime pas ça, mais je lui donne vie et finalement ça permet de générer des émotions, ça permet de voir les gens animés aussi de sentiments qui disent ah ça je n'aime pas du tout comme personnage, mais c'est bien joué donc je l'apprécie. Et donc ouais ça c'était quand j'ai découvert le théâtre, c'était mes matins moi quoi. Après le secondaire, qu'est-ce que tu as fait en fait? Parce que j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. Ah ben parce qu'il n'y a rien en fait. Donc moi le secondaire j'ai eu un parcours oui pas inintéressant mais chaotique. J'ai fait quoi? J'ai doublé quoi? J'ai doublé je crois ma deuxième, ma quatrième et ma cinquième et j'ai arrêté quand j'ai doublé la cinquième. Donc à 18 ans parce que ma mère m'avait souvent dit tu pourras arrêter l'école quand tu auras 18 ans avec évidemment tout ce que le discours d'une maman peut contenir. C'était genre, j'en peux plus de te répondre à cette question de quand tu pourras arrêter l'école. Tout ce que je souhaiterais, c'est que tu réfléchisses par toi-même et que tu découvres à la limite que c'est important de finir tes études. Parce que je pense que c'est ça le rêve ultime d'une maman quand elle a un enfant qui est aux études en secondaire et qui trouve pas sa place dans les cours, si elle se dit juste pourvu qu'il aille au bout parce qu'au moins il aura un diplôme et le vrai qu'on est dans une société où le diplôme offre quelque chose pas ouf mais il l'offre quand même et malheureusement je n'ai pas ressenti ce truc chez ma maman. Je l'ai entendu mais je l'ai pas calculé et donc j'ai arrêté à 18 ans en cinquième secondaire parce que je doublais une fois de plus mais je doublais avec une moyenne qui était positive parce que j'étais en option théâtre. Et donc c'est en cinquième secondaire où je suis à l'IATA en option français parlé, où la moitié de mes cours c'est que du théâtre. Et tout ce qui est théâtre, je le réussis, et tout ce qui est cours dits généraux, je le foire. Enfin, pas tous quoi, mais genre maths je le foire, mais
En même temps, je le disais à l'école, pourquoi je vais commencer à étudier un cours qui me servira à rien. J'avais cette chance, je pense, de faire partie des rares gens qui, à 18 ans, savent en tout cas ce qu'ils ont envie de faire. Tout le monde ne peut pas se dire ça. Ouais, moi, à 18 ans, je savais ce que je voulais faire. Non, tout le monde ne peut pas se le dire. Moi, je pouvais me le dire puisque je le savais. Je sais pas, on est 15 ans plus tard et je fais la même chose que quand j'avais 18 ans, quoi. J'essaye de créer des choses pour faire rire les gens ou les divertir. Mais donc à 18 ans, tu t'es dit, je veux faire de l'humour alors, ou tu t'es dit, je veux faire du théâtre? À 18 ans, à la base, c'était je souhaiterais faire du théâtre. C'était vraiment ça, j'avais envie de juste faire du théâtre, incarner des personnages, m'amuser, juste en fait laisser libre cours à l'esprit et le laisser vagabonder parce que je trouve que c'est juste jouissif. Mais bon, après, c'est mes profs de théâtre qui m'ont dit de me diriger vers l'humour et d'un peu me renseigner sur cette chose-là. Parce qu'à l'époque, en fait, malgré les envies, parce que ça, il faut pas l'oublier non plus, il y a les envies et puis il y a la réalité. Donc c'est là où moi mon raisonnement est un peu bidon, un peu utopique, genre ouais moi je savais ce que je voulais faire donc j'avais pas besoin d'étudier. Parfois ce que t'as envie c'est pas forcément ce qui va se passer et rarement en fait. Et donc c'est là où je pourrais rejoindre ma mère en me disant oui elle avait pas tort, j'aurais peut-être pu faire des études mais heureusement finalement je fais ce que je veux maintenant. Mais donc, tes profs de théâtre t'ont conseillé de diriger plus vers l'humour, mais est-ce que toi, tu regardais beaucoup d'humour à ce moment-là, beaucoup de spectacles? Pas du tout. Oh, pas du tout. Je regardais clairement pas l'humour, quoi. Mais bon, ils m'ont dit m'y intéresser, donc je m'y suis intéressé mais vite fait. Et en fait, à la base, je trouvais ça super ridicule. C'est genre que quelqu'un parle tout seul et qu'il fasse rire les gens. J'étais là, attends, les gens payent pour aller rire. Et vraiment, ça, c'était mon premier avis. Et mon premier avis par rapport aux gens qui font du one-man show, c'est genre lui, tout seul sur scène, il va me faire rire. Genre, moi, je pourrais pas arriver à rire tout seul. Et j'avais vraiment un avis négatif. Et dans ma vie, dans les aspects de ma vie, quelque chose que je trouve négatif à la base s'avère devenir quelque chose de très positif pour moi ou de quelque chose de très important pour moi. Tout ce que à la base je trouvais naze, c'est des choses que j'aime profondément maintenant. Genre, exemple, Maître Gims, je l'ai entendu, je trouvais ça profondément naze. Je fais beaucoup de blagues dessus. J'aime bien encore faire des vannes sur Maître Gims dans la mesure où je me dis aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup le gars, toute proportion gardée, en fait. Je trouve qu'il a une carrière formidable, il a un parcours d'artiste juste magique, et surtout, en toute objectivité, même si j'aime pas ses textes, putain, il a une voix. Il a une voix, mais fabuleuse. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir chanter comme lui, quoi. Et donc, je me dis maintenant, quand je fais des blagues sur quelqu'un, exception Stéphane Moreau, mais quand je fais des blagues sur quelqu'un, je me dis toujours, faut que la personne, je l'aime. Pas d'amour, mais quoi que ce soit, mais je préfère en fait faire une blague sur un Maître Gims que maintenant j'apprécie en me disant, le gars il a une voix, c'est un cadeau de la nature, il a des cordes vocales qui sont bien positionnées, j'en sais rien, mais voilà, et je me dis juste, si je fais une blague sur un artiste, faut que ce soit un artiste que j'aime bien, parce que sinon je fais de la pub pour quelqu'un que j'aime pas, et donc je trouve ça con. Mais donc voilà, je prends aussi Ayana Kamura, j'aime bien faire des vannes sur elle. Alors là, clairement, la voix, je suis pas emballé et les textes encore moins. Mais par contre, je me dis, la meuf, elle a réalisé quelque chose que moi, en tant qu'artiste, j'ai envie de réaliser. Elle a galéré, elle a bossé, elle y est arrivée. C'est le genre d'artiste où je me dis, oh, c'est tellement inspirant. Et après, comme un Justin Bieber, ça reste une cible facile où tu dis, bouh, je peux faire une blague. Mais c'est des artistes où je me dis, ok, je veux bien faire des vannes sur eux, mais il faut que je me pose la question quand même de me dire, est-ce que c'est des gens que je pourrais défendre? Si je me dis, jamais de la vie, je pourrais défendre cette personne, alors je préfère zapper la vanne parce que elle m'apportera rien, elle sera pas constructive, elle va pas me permettre de m'élever ni quoi que ce soit. Tandis que si c'est une personne que je serais prête à défendre, je me dis juste, là au moins si je fais la vanne et que je suis prêt à défendre la personne, peut me contredire entre ma blague parce que j'ai envie de faire rire les gens et la pensée que j'ai par rapport à la personne de comment je vais la défendre. Parce que j'avais juste envie de dire, moi mon but à la base c'était faire rire, et donc voilà. Mais donc, les profs te conseillent l'humour, toi tu connais pas trop l'humour. Ta première scène, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'avais écrit? C'était où? Dis-moi tout. Au début, donc mes profs me disent de m'intéresser à l'humour. Un des premiers que je découvre, c'est François Pirette, via mon ex-copine. Et tu sais, au début, je suis là, ouais, le gars, il est tout seul sur scène, ça rime à rien, machin. Puis, c'est le truc, c'est que c'est toujours,
comme je te le disais, d'abord, si je vois quelque chose de négatif, d'office, je sais qu'après ça va devenir positif parce que je suis très réticent en fait comme personnage, mais dans tous les aspects de ma vie, quoi. Et donc, si j'aime pas à la base, il y a de fortes chances que je vais adorer, mais à outrance, quoi. Et donc au début, je vois François Pirette et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce naze? Il y a rien d'intéressant, machin chose. Bon ben, genre 4 mois plus tard, j'étais là, putain, qu'est-ce que c'est que ce génie? C'est formidable. T'as vu comment il fait rire les gens? La foule se déplace pour le voir. Machin, je le découvre lui et je me dis, putain, c'est quand même formidable. Et honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas François Pirette, je pense, juste mon avis, je ne parle que pour moi-même, je pense fondamentalement que on a la chance d'avoir un Pirette en Belgique et que c'est un génie. C'est vraiment un génie comique. Il a une rapidité d'esprit qui est formidable. Il a une vision qui est hyper ouf. J'ai déjà eu la chance de travailler avec lui et c'est pas une mince affaire parce qu'il travaille d'une certaine manière. Il a plus de 30 ans de carrière en one-man show et donc moi quand j'ai travaillé avec lui c'était en groupe et je ne pense pas qu'il ait en lui la pédagogie pour travailler en groupe. Mais le voir travailler, c'est une leçon d'humour et une leçon aussi de travail, quoi. Parce que là, putain, quand il bosse, le gars, il est d'une productivité et d'une inventivité et d'une créativité qui déconcertante. Et donc, bon, j'ai lui. Puis après, je découvre Bigard, où je me retrouve. Je me retrouve vraiment. Plein de gens me l'ont déjà dit. J'ai un peu son timbre de voix. Je lui ressemble un peu. Donc au début, moi j'étais réticent, j'étais non, je ressemble à personne, je suis qui je suis. Puis c'est vrai qu'en le regardant, je suis là, bon ok, c'est vrai que je ressemble un peu. On a un phrasé un peu similaire, on a un visage aussi qui est un peu dessiné de la même manière, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et après lui, je découvre quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu ni chez Pirette ni chez Bigard. C'est une femme, c'est Muriel Robin. Où là, tout de suite, il y a quelque chose aussi que je n'aime pas au début. Tu sais, genre ce personnage qui dégage quelque chose d'intense. Où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et puis très vite, je commence à l'aimer de ouf en me disant, waouh, wow, c'est de l'humour encore différent. C'est pas des personnages à la Pirette, c'est pas dessous de la ceinture à la Bigard, c'est de la poésie, quoi. C'est de la poésie, elle incarne un personnage, il y a de la subtilité, il y a quelque chose. Quand je dis subtilité, il y en avait aussi chez Pirette, mais bon, chez Pirette, il y a du costume, quoi. C'est Madame Bigoudi, il y a les bigoudis. Muriel Robin, quand elle fait un personnage, ça reste visuellement Muriel Robin qui va juste, à un moment donné, te donner la notion intellectuelle que là, je suis en train d'incarner ma mère, voilà, vois ma mère. Et tu la vois parce qu'elle joue divinement bien. Et donc là, j'étais déconcerté en me disant, oh putain, quoi, qu'est-ce que c'est que ce génie, quoi. Et suite à Muriel Robin, je continue de m'intéresser et là je découvre vraiment la personne qui me fait le plus délirer, Raymond DeVos. Raymond DeVos, le génie de la langue, et là vraiment, mais je commence à m'intéresser au gars, c'est maladif. J'ai envie de savoir tout sur lui, je m'intéresse de A à Z, où il est né, comment il est né, mais vraiment, comment il est né, hein. Il est sorti par la tête, enfin la tête la première, ou les pieds d'abord. Est-ce qu'il a eu le cordon ombilical autour du cou? Enfin, qu'est-ce qui a fait que ce mec devienne un génie, un virtuose de la langue française, quoi. Et j'ai une anecdote par rapport à lui. Genre, aux alentours de mes 18-19 ans, je fais du stop. Il y a un gars, il me prend en bagnole. Et on se met à discuter. Et le gars, en fait, a pas très envie de parler de lui, mais il est très curieux. Il me pose plein de questions. Et il me dit, tiens, qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie, machin chose. Et moi, évidemment, comme tu peux le constater dans ce podcast, je suis un moulin à paroles. Et donc, je me lance dans une explication alambiquée en disant que moi, ce qui m'animerait le plus au monde, c'est vraiment faire du théâtre, blablabla, bla bla, et je commence à lui parler, les rôles, tout ça, je trouve ça intéressant, pouvoir s'évader, je trouve ça magnifique. Et en plus, je lui dis, j'ai une préférence pour l'humour. Et je rajoute, mon humoriste préféré, c'est Raymond DeVos, et je commence à lui parler de la langue, et lui me répond, ah alors moi, par contre, je le déteste. Mais si tu veux, et je m'attendais pas du tout à ce qu'il allait dire, il me dit, si tu veux,
mon meilleur ami vient de décéder. J'étais là, écoute, cette histoire commence vraiment très bizarrement. Et il me dit, mon meilleur ami vient de décéder, mais avant son décès, il m'avait prêté l'intégrale audio de Raymond DeVos. Et avec ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression que tu l'aimes beaucoup. Est-ce que ça te dirait que je te l'offre? C'est génial. Et moi, je suis dans la bagnole en train de me dire, waouh, j'ai un gars qui vient, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui vient de me dire que son meilleur pote est décédé et qui lui avait filé l'intégrale de Raymond DeVos et il s'apprête à me l'offrir, quoi. Et donc, moi, je lui dis, mais avec grand plaisir, quoi. Et donc, il me met sur un bout de papier ses coordonnées, l'adresse où il vit, et il me dit, bah écoute, appelle-moi quand tu peux, et passe, et je te le donne. Et donc moi le lendemain, je fais ce que j'ai à faire, il me dépose sur le tronçon de la route où il pouvait me déposer, tout ça, je vis ma vie. Je, Fin de journée, je retourne chez moi, j'explique le truc à ma mère en lui disant, est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer? C'est un signe. Je suis zéro croyant, mais là c'était un signe. Les éléments se sont mis ensemble, il faut que j'écoute Raymond DeVos. Et je contacte le gars, j'avais mon permis de conduire, ma mère me dit tiens prends la voiture, va chercher le truc. Je vais chercher et effectivement j'ai l'audio intégral de Raymond DeVos dans un coffret qui ressemble un peu à un accordéon, les vieux accordéons, je sais plus comment, c'est en octogone, un truc du style. Ok. Et dedans il y a je sais plus combien, 12 ou 14 CD, juste de l'audio. Génial. Et il y a un petit livret dedans. Et là, je commence à découvrir finalement l'humoriste que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'avait déjà fait vibrer. Et là, je découvre, grâce au petit livret, vraiment l'humoriste que j'aime, avec des anecdotes fabuleuses, du style, il a écrit une pièce de théâtre, mais somptueuse, avec des jeux de mots mais divins. Et l'anecdote raconte que le jour où ils ont fait la première, dans la salle, il y a un certain Brassens et il y a un certain Bourvil. Tu te dis, putain, le mec, il a fait une pièce de théâtre. Attends, j'ai peut-être une hésitation sur Bourvil, mais en tout cas, je suis certain de Brassens. Mais dans le livret, tu lis ça et tu te dis, waouh, Waouh. il a vécu à une époque où il a écrit un truc de ouf qui aujourd'hui peut encore s'écouter. Ça n'a pas vieilli d'une ride. Et t'es là, waouh. Et dans la salle, il avait des gens qui me font rêver aussi, parce que un Brassens me fait rêver, parce que on ne va jamais dire d'un Brassens que c'est un humoriste, mais quand tu l'écoutes, c'est un chanteur fabuleux avec des traits d'esprit extraordinaires où tu te dis, oh là là, putain, c'est des gens tellement inspirants, tu vois. Genre, par exemple, un Maître Gims, s'il avait la plume d'un Brassens, oh là là, mais ce serait tellement divin, parce qu'avec la voix qu'il a, tu te dis, moi, je me suis toujours dit, Maître Gims, il faudrait qu'il ait la plume d'un Jean-Jacques Goldman. Et alors là, oh, ça deviendrait tellement merveilleux. Mais donc, je découvre Raymond DeVos et je suis en train de me dire, oh wow, putain, et l'humour, moi aussi, j'ai tellement envie de faire ça. Et donc, au début, pour répondre à ta question, hein, au bout de 12 minutes, au début, quand je commence l'humour, j'essaye en faisant des jeux de mots. La première fois, mon premier sketch, mon tout premier sketch, c'est un truc en jeu de mots qui dure 3-4 minutes, où je suis hyper fier de tout ce que j'ai réussi à trouver, mais c'est pas moi, quoi. C'est une espèce de mauvaise imitation de Raymond DeVos. J'ai emprunté les mécaniques et la folie de Raymond DeVos pour essayer de me trouver. Et donc j'ai d'abord réalisé que j'étais un meilleur client que vendeur au niveau des jeux de mots, même si j'ai réussi à faire un bon sketch en jeu de mots. C'est le seul et unique sketch en jeu de mots que j'ai réussi, c'est le premier. Après, j'ai essayé d'en écrire d'autres et j'avais pas ce génie, cette fulgurance et cette connaissance de la langue pour arriver à fournir un contenu digne de ce nom. Puis, oui, après, on m'a parlé du stand-up, parce que quand j'ai commencé, ça existait pas. Enfin, si, ça existait le stand-up, mais pas en Belgique. Enfin, ça s'appelait juste. Ouais, c'était juste humoriste, hein. Finalement, on a tout traduit en anglais, hein. Aujourd'hui, on dit comedy club, alors qu'avant, on disait café-théâtre, hein. C'est un peu la même chose. Une table ronde où tu peux boire ton verre. Enfin, pour moi, il n'y a pas de grande différence. Et donc, je commence à découvrir l'humour. J'essaye le stand-up. D'abord, j'essaye l'humour d'observation, un peu à Gad la Elmaleh. Jerry Seinfeld, ouais, ou Gad Elmaleh. Hein, Gad Elmaleh, son co-auteur, finalement. Voilà, c'est ça. Et enfin, même s'il faut pas résumer Gad Elmaleh à ça, même c'est gay de faire des blagues quand même là-dessus. C'est clair. Donc j'essaie l'observation, c'est pas trop mon kiff. J'aime bien, mais après je me dis, il y a des gens qui le font vachement mieux.
Puis je commence à découvrir l'humour noir, où là je deviens hyper trash. C'est même pas drôle, c'est juste gore. C'est genre, là, pendant une période de ma vie, j'étais comme un viking. Il n'y avait pas de sentiments, c'est juste paf, ça tapait juste violemment. Et c'est une période de ma vie où, je l'admets, j'essayais non pas d'obtenir des rires, j'essayais juste d'obtenir des ah. Et quand j'entendais les gens faire ah, j'étais oh victoire, ils ont été dégoûtés. Puis un jour, en fait, j'ai réalisé que, mais mon but, putain, c'est essayer de faire rire les gens, en fait, c'est pas de les dégoûter ni quoi que ce soit, j'ai envie de les entendre rire, quoi. J'ai envie qu'ils soient contents, qu'ils soient heureux. Donc je me suis adouci tout en restant un peu trash, mais ça, je pense que ça rejoint qui je suis exactement. Dans ta carrière, tu as commencé par l'agence Tout Rire, avec Benoît Delaby, que j'ai eu dans le 2e épisode. Ouais, Benoît, putain, j'aime beaucoup Benoît. Donc là, vous aviez un spectacle à présenter tous les mois, et c'était à chaque fois, ça se renouvelait de mois en mois, vous parliez d'actualité, il y avait des personnages. Donc là, tu faisais des personnages à ce moment-là. Ouais, il y avait de tout. Le principe, en fait, c'était de fournir un nouveau spectacle 100% inédit chaque mois, et le spectacle faisait 1h30. Et la première saison, c'était Jérôme de Warzé, Claudie Rion, Angélique Leleu, Thomas Faeli et moi-même. Donc le principe, on s'était dit, c'est le spectacle, peu importe ce qui se passe dedans, mais on commence toujours à 5, on finit toujours à 5. Et donc là, c'était l'entrée et la fermeture du spectacle. Et au milieu, on s'est toujours dit, on l'habille comme on veut. Donc on s'était dit, pour essayer de structurer de façon un peu logique le truc, c'est qui veut faire un solo. Donc ok, chacun. Donc on commence à 5, puis après on savait qu'il allait avoir 5 solos. Et après, c'était les propositions, on va faire des duos, trios, à 4, tout ça. Dedans, au début, on s'était dit on fait une revue de presse, donc il y avait une sorte de journal télévisé comique. Speed dating aussi, c'était un truc qui est revenu souvent. Et ça nous a permis de découvrir le métier, quoi. Écrire, se renouveler et proposer du nouveau contenu tous les mois aux gens pour ne pas être redondant et justement aussi pouvoir permettre aux gens de se dire j'ai bien aimé ce mois-ci, et puis ce mois-ci j'aimais un peu moins bien, mais je reviendrai le mois prochain parce que je sais que ça va pas être la même chose. Enfin, c'est toujours se renouveler, c'était le plus important. Et donc après ça, tu as participé au Belge Comedy Show avec Pirette dont tu as parlé tout à l'heure. Et après, tu as commencé le micro show avec Tom. Avec Tom et James Dino. Et James Dino, ouais, il me semblait bien. J'étais pas sûr du James Dino, du coup je te laissais compléter. Parce que je savais pas si c'était lui, avec lui dès le départ ou s'il s'est rajouté après. Non, c'était pas lui dès le départ. Au début, je pense qu'on a eu Khalid qui est un comédien. Oui, je connais, il est de l'impro de base. Ouais. Mais lui, il était dans l'agence Tout Rire aussi. Il a fait la saison 2. Ouais. Un truc avec un super-héros que j'avais adoré ce sketch. Super-héros timide, magnifique. Ouais, à fond, oui. Juste le super-héros timide. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec Khalid, c'est que autant artistiquement, il est incroyable, autant humainement, c'est... Une crème. Ah putain, ouais, c'est génial de travailler avec lui, quoi. C'est dommage que je l'ai perdu de vue d'ailleurs, là. Il est dans la ligue pro d'un pro aussi. Oh, ça m'étonne pas, c'est un pouille à idées, il est fabuleux, quoi. Et ouais, donc le micro-show, on l'a fait un peu avec lui, on l'a fait un peu avec Quentin Sante, qui est un gars qui, je pense, s'est plus dirigé maintenant vers la production, mais qui a été sur scène. Et puis après, on s'est retrouvé avec James Dino, et qui, lui, était à fond sur l'humour à ce moment-là. Et après, le projet s'est arrêté au bout de 2 ans, je pense. Parce que d'un côté, James Dino, il se renouvelait pas beaucoup. Tom, il en avait marre. Et moi, j'avais envie. Mais donc, pour expliquer un petit peu, donc vous aviez un show aussi qui changeait au fur et à mesure. Et vous aviez plus ou moins un spectacle par mois aussi. Et vous demandiez aux gens des thèmes sur des papiers, des trucs qu'ils ont aimés, qu'ils ont pas aimés. Ouais, à fond. Petite anecdote, vous avez fait le micro-show au festival Montois du Rire, l'année où j'ai commencé l'humour, moi. Ah ouais? Et tu m'avais vanné dans le public parce que tu demandais les noms de quelqu'un. Et donc j'avais Régis, et donc tu as commencé à me vanner sur mon nom. Ah merde! Et comme tout le reste était drôle, je t'en ai pas voulu. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote, ça m'avait bien fait rire. Là, c'était chouette en plus d'aller... c'était Benoît, justement. Oui, c'est Benoît qui l'a organisé, ouais. Benoît, c'est un ami de l'impro. C'est lui qui, grâce au festival, qui m'a fait commencer l'humour. Ok. C'est la petite anecdote. Et d'ailleurs, dans la conversation qu'on a sur Messenger ici, je vois qu'en 2014, je t'avais envoyé un sketch parce que j'étais trop fan. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'il voit mon truc pour me donner un avis. Genre le premier sketch que j'avais fait. Ça m'avait fait rire de revoir ça. Écoute, j'irai le regarder après. Ah non, mais maintenant c'est vieux, c'est un vieux truc.
Ah, maintenant j'ai honte que tu le vois. Tu vois, à l'époque, c'était ce que j'avais fait de mieux. Mais non, justement, en fait, ah oui, alors je peux comprendre le point de vue où on dit on a honte, ouais, j'ai fait ça, mais moi je trouve ça justement riche. Riche, mais genre moi j'ai des vidéos qui ont 4 5 ans là, et, parfois je vois sur Facebook des gens qui repartagent ça et je suis là, mais pourquoi? C'est de la merde! Et en même temps je me dis, ah ça fait partie tellement de moi, ça fait partie du parcours et donc en fait je me dis, c'est tellement génial d'avoir la trace et donc il faut pas en avoir honte quoi, c'est drôle. Puis après, tu sais, j'ai aussi un jour débuté, j'ai aussi un jour mis mes pieds pour la première fois sur scène. Et je crois que si aujourd'hui j'avais une vidéo, je me dirais, mon Dieu, comment j'ai pu faire un truc pareil? Et d'un autre côté, je me dis, ah, qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait. Donc, faut pas avoir honte de ta vidéo. Je la regarderai avec grand plaisir tout en sachant que, bah, hey, il a évolué. Ou du moins, j'espère. Il n'y a pas beaucoup d'autres vidéos après, donc ce sera pas trop comparé. Faudra me voir un jour sur scène. Ah merde, bah écoute, je viendrai avec grand plaisir. C'est gentil. Non, on fera mieux. Quand je pourrai rejouer, tu viendras faire ma première partie. Comme ça, je Ouh. pourrais te regarder depuis la coulisse. Oh, la pression d'un coup. Ok, c'est gentil. Ouais, je suis trop content. Avec plaisir. Et donc, pour continuer dans le podcast, parce que je vois que le temps passe, et j'espère que je me dis que t'as pas un truc important à faire, parce que je suis à la première page de mes questions et j'en ai genre 3. Oh, ouais, oh, je parle trop, je suis désolé. Oh non, c'est vraiment chouette pour le podcast, c'est super. S'il y a des gens qui sont comme moi fans d'humour, les podcasts sont jamais assez longs pour quand les gens parlent d'humour, donc c'est nickel. Moi j'adore. Ils vont avoir 12 heures de podcast. Bah profitez-en les gars. 12 heures, 12 heures de PE, j'espère que vous l'aimez bien, parce que sinon ça va être long. Sinon, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il parle? Et donc avec le micro-show, t'as pu écrire énormément, pratiquer, t'améliorer énormément, et tu as pu monter ton premier spectacle qui s'appelait Chic et Choc. Ouais, c'est ça, tout à fait. À force d'écrire, machin. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué mon spectacle, c'était dans le bar à vin où on faisait le micro-show. Là, c'est la première fois où je fais un spectacle solo, où je suis mais stressé comme un dingue. C'est un bar, quoi. Mais c'est un petit bar à vin, c'est hyper cosy. Encore plus intime que le Comedy Club, quoi. Donc là, vraiment, la première personne, la première rangée, c'était une table qui était perpendiculaire à la scène. Il y a deux personnes à cette première table. Je crois que ce soir-là, ils étaient 40 au total. Ce qui fait que on était ultra sold out parce que je pense que dans ce bar à vin, tu sais, avec 25 personnes, c'était déjà complet. Mais là, on est 40 et j'ai ces deux personnes devant moi, mais elles sont genre à 2 centimètres de moi, quoi. Elles ont passé 1 heure de spectacle à 2 centimètres de moi à se dire pourvu qu'ils ne lèvent pas trop le genou, sinon je saigne du nez. Et c'était dément comme expérience parce que quand tu joues dans ces conditions-là avec peu de gens, ben t'as pas de doute quoi. Ta blague elle est drôle, elle est pas drôle. Tu l'entends qu'elle est pas drôle. Bah ça c'est ce que je dis tout le temps dans le podcast, c'est ce que je préfère en humour, c'est le côté super honnête de ça. C'est que si ça te fait rire, bah ça se voit. Si ça te fait pas rire, ça se voit. Tu peux pas feindre le truc d'aller voir le gars après et lui dire ah c'était vraiment bien. Bah non, je vous ai vu. Avant tu rigolais pas, tu pleurais même, c'était pas génial. Ouais voilà. Et donc t'as tourné combien de temps avec ce spectacle-là? Je pense parce que je l'ai modifié et tout, mais je pense que j'ai quand même tiré 4 5 ans avec. Et t'avais fait Avignon avec celui-là ou c'est avec le suivant? C'est avec le suivant que j'ai fait Avignon. Ça je t'en parlerai après du coup. Donc 2012, on a le micro-show, tu tournes avec ton spectacle, et en 2015, tu gagnes la scène ouverte du Festival international du rire de Liège, Le vous rire, oui. qui te permet de te rendre au Marrakech du rire, au Festival Comédia de Québec, et aussi en Suisse. À Morche au rire. Dans toutes ces scènes, c'est laquelle que tu as préférée? La Suisse. J'ai adoré les 3 expériences. Elles ont été toutes hyper stressantes parce que c'était wow, je vais faire de l'humour dans un autre pays que le mien, dans des pays où on parle la même langue mais on n'a pas la même culture. Enfin, on parle la même langue. Le Canada, c'est un français qui est quand même vachement différent. Et il y a beaucoup d'anglicismes aussi qui se glissent dans leur façon de parler. Si je me rappelle bien, j'ai d'abord été au Maroc, où là j'étais stressé de ouf en me disant mais ils vont rien comprendre et tout, puis finalement en fait si ça s'est super bien passé, c'était une expérience de ouf, les gens ont compris tous mes propos et donc j'étais serein en fait en redescendant de scène en me disant oh putain ils ont tout compris, puisque je me disais mais merde en fait
est-ce que le français est vraiment une langue soutenue à fond au Maroc? Moi, j'avais jamais été, j'en savais rien. Même s'il y avait des gens qui me disaient, ouais, ils parlent français là-bas, ouais, ok, super, mais si moi je l'entends pas de mes propres oreilles, ça va rester un avis de quelqu'un d'autre, quoi. Et finalement, ouais, ça s'est bien passé, donc j'étais content. Et au Maroc, en fait, j'avais été invité au festival une semaine, mais je jouais un seul soir, 8 minutes avec les autres gagnants des autres festivals. Au Canada, alors là on était reçus comme des papes dans un hôtel de luxe, mais ultra luxueux. C'est quoi, le château Frontenac ou Frontenac? Frontenac, à Québec. Mais je suis un très très gros fan de Québec, du coup, je peux te le dire. Eh ben, je suis dans cet hôtel, mais c'est le Titanic, mais qui a pas coulé, quoi. C'est fabuleux à souhait. Et là, on jouait par contre 3 soirs de suite, mais chacun 10 minutes. Et ça se passe bien, franchement c'est cool, bonne expérience. Mais là où c'était le plus ouf, c'est en Suisse, où finalement en fait la Suisse francophone, c'est un truc qui est très similaire à la Belgique. Ils ont plein d'accents francophones différents, ils traînent sur les syllabes, un peu comme des Namurois ou comme des Liégeois. Donc on est un peu comme à la maison, quoi. Ils aiment bouffer, ils aiment picoler, enfin. Ils ont un peu le même rapport à la France aussi. Ouais, voilà, mais le Suisse francophone et le Belge francophone ont plein de points communs, à part l'argent. Mais sinon, pour le reste, il y a vraiment plein de choses très communes. Et là, on jouait un seul soir, mais 20 minutes, ce qui permettait de pouvoir développer un peu plus son univers et quoi que ce soit. Quand j'avais été au Canada, donc genre mes 2 semaines avant, j'avais eu l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres humoristes canadiens, québécois, qui eux disaient ouais, ce qui est important, c'est toujours écrire, se renouveler, essayer de trouver des nouvelles choses. Et ils disent intéresse-toi à l'endroit où tu vas, parle de l'endroit où tu es, c'est toujours chouette pour quand tu vas parler au public, quoi. Et donc en Suisse, en fait, j'ai juste écouté leurs conseils et j'avais écrit des blagues spéciales que je peux faire que en Suisse. Et les gens avaient vraiment adhéré et donc j'étais là, wow, j'ai des blagues qui viennent d'être créées juste pour l'occasion et elles fonctionnent. Elles sont même pas rodées, les gens rigolent, il y a même des gens qui ont applaudi, donc j'étais sur un nuage parce que je reste un grand enfant, quoi. Moi, si je fais des blagues et tout, je sais que l'humour c'est super sérieux, mais quand j'ai une blague et que les gens rigolent et qu'ils applaudissent, en moi-même, il y a un mini-moi qui a 8 ans qui fait oh putain, c'est trop génial! Ah, mais l'applause, c'est le meilleur moment du monde. C'est génial. Quand ça arrive, t'es sur scène, les gens rient et ils applaudissent. C'est juste parfait. Il y a ça, mais alors il y a un autre moment qui est aussi formidable, c'est parce que on le néglige souvent et pourtant c'est un des moments les plus jouissifs au monde quand tu es sur scène, c'est gérer un silence. Quand tu gères un silence et que tu vois les gens qui ont les yeux grands ouverts et qui sont suspendus à tes lèvres, genre qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, putain, ça c'est tellement magique. Le silence, c'est ce qu'il y a de plus beau. T'avais un sketch à l'époque, que tu as joué à Montreux d'ailleurs, où tu expliques que tu avais aussi essayé l'humour à Paris, Ah oui. que ça se passait, que ça s'était pas super bien passé. Tu disais dans le sketch que ce qui s'était le mieux passé, c'était ton retour en Thalys. Mais Paris c'est pas évident, quoi. À moins d'y aller avec une bonne production qui te met dans une bonne salle et qui investit sur toi. Moi j'avais été tout seul, sans production, j'étais mon propre investisseur, donc c'est comme si je jouais au poker mais en misant sur moi-même. Et honnêtement, j'avais pas un jeu de base ouf, quoi. J'avais juste moi. Il manquait plein de choses, quoi, parce que je pense qu'en humour, il y a plein de profils d'artistes. Il y a des gens, ils sont. Tu regardes comment il s'appelle, un Jérémy Ferrari, où tu te dis putain, le gars c'est un bosseur et tu vois, il va se renseigner à fond, à fond, à fond pour maîtriser le sujet et tout ça, et donc ça devient une machine redoutable. Tu vas avoir un Guillermo Guise qui lui est un petit génie avec une plume extraordinaire. Puis tu vas avoir d'autres artistes, genre moi, on n'a pas le côté, on a envie de se renseigner surtout parce qu'on préfère un peu, ouais, ok, c'est un peu bancal ou spontané. Et on n'a pas le côté génie de Guillermo, mais on va travailler, 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 et il va se passer quelque chose. Ça va moins se manifester tout de suite, mais il va se passer quelque chose. Et donc, c'est amusant comme ça de découvrir l'univers de Paris, de se dire putain, des humoristes à Paris, mais il y en a 12 000. Et donc, oui, ça a été mon erreur. Je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'aventure tout seul. Il va falloir payer un logement, il va falloir payer sa bouffe, il va falloir louer la salle où je vais jouer, il va falloir payer des flyers, il va falloir payer des affiches, essayer de faire venir les gens. Et donc, ça a été une claque, une belle claque, mais qui m'a appris tellement de choses. Donc, je ne le regrette pas du tout. T'as aussi gagné le festival de Bastogne et tout ça, mais donc t'as été dans beaucoup de festivals. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimais bien, les concours et tout ça, ou tu l'as fait parce qu'il fallait?
J'aimais sans aimer en fait. J'aimais parce que j'allais jouer, ça me permettait d'avoir une date. Mais en soi, j'aime pas le côté concours, même si je suis un gagnant, je pense. Bah, comme plein de gens, j'aime pas perdre. Mais après, moi ça me dérange pas le côté compétition en humour. Mais après, le côté concours d'humour, il y a des moments ça me casse les couilles. Parce que bien souvent, je trouve que les concours d'humour sont mal organisés. Et donc voilà, parfois tu te retrouves avec 8 humoristes qui doivent chacun faire 12 minutes, t'as envie de dire, putain, le mec qui passe en dernier, si le public est fatigué, il est fatigué, quoi. Il y a un festival que j'ai fait qui s'appelle le Dinard en Bretagne, où là tout le monde est au courant, quoi. C'est 8 humoristes, et c'est réparti sur 2 soirs, et chaque humoriste a droit à 30 minutes, ce qui fait que les gens qui viennent voir le spectacle de base savent qu'ils vont voir 2 heures de show. Et chaque humoriste a 30 minutes pour se défendre, et à la limite, je pense que ça fait un de trop. Je pense qu'il faudrait faire des soirées de 1h30 max, parce que c'est suffisant. Mais ce sont des bonnes expériences, puis ça permet de rencontrer plein de gens. Et, ouais, ce genre de concours bien organisé, genre le Fou Rire, Bastogne, Remico Dinard. aussi était bien organisé. Je sais pas si tu l'as fait. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Moi, je l'ai pas fait. J'ai présenté un plateau un soir là-bas, mais avec Michel Dezoby. Mais c'est des genres de trucs où tu te dis, ouais, ok, d'accord, ouais, je joue le jeu, je joue le concours. Et je suis content, mais il y a d'autres festivals que je ne nommerai pas où là j'étais là, putain, c'est de la merde. Le c'est mal organisé, donc le concours, ben forcément, a l'air encore plus chiant parce que c'est mal organisé, mais il y a de tout. T'as fait aussi pas mal de premières parties. Jérémy Ferrari, Arnaud Ducrest, Olivier de Benoît, Bigard, Patrick Timsit, Kev Adams et Gad Elmaleh. C'était quoi la meilleure première partie que tu as faite? Peut-être celle qui s'est le mieux passée, spécialement celle qui s'est le mieux passée, mais celle que tu as préférée. Alors, oh, j'ai plein de réponses. Alors, la première partie que j'ai faite d'un artiste de cette envergure-là, c'était Jérémy Ferrari. Bon, bah, les gens qui viennent voir Jérémy Ferrari, c'est des gens qui adorent l'humour noir, ils adorent quand c'est gore, ils adorent quand c'est trash, tout ça. Et donc, moi, je prépare mon 15 minutes et bah, c'est un bon 15 minutes bien trash. Et les gens adhèrent. Vraiment, c'est un truc de ouf. Ça se passe super bien. Moi, je suis comme un ouf, quoi. Je suis là, wow, putain, ça rigole de. Et même parce que c'était au centre culturel de Uccle, il y avait 800 spectateurs, c'était sold out. Et ça s'est mais super bien passé, donc j'étais hyper content. Puis après, il y a eu les premières parties de Jarry où je me suis marré comme un dingue. Et humainement, Jarry est délicieux. Il est hyper attentif, il est hyper attentionné. Il aime bien donner des conseils, il aime bien écouter. C'est, Il est dans le partage, quoi. ouais, c'est quelqu'un de profondément humain. Après, il y a eu Olivier de Benoît, super sympa. Pas du tout comme Jarry, parce que le gars est formidable et tout, mais il est hyper stressé, quoi. Ce qui est humain aussi. Mais donc, il est tellement stressé qu'il reste bloqué dans sa bulle, tellement il a peur, parce il a pourvu que ça rigole et tout. Et c'est là où tu te dis, putain, c'est génial de voir un mec de cette envergure, avec une carrière pareille, qui continue de stresser, qui continue d'avoir peur juste parce qu'il espère faire rire les gens. Et il y a des fois, je me dis, putain, c'est con que les gens ne voient pas cette partie-là du métier parce que il y a des fois, certaines personnes peut-être seraient un peu moins virulentes par rapport aux artistes, juste en se disant, tu sais quoi, à la base, il avait juste envie de te faire rire. Mais dans tous les artistes, alors Jarry fait partie d'une de mes plus belles rencontres, mais je crois que la plus belle rencontre, c'est Patrick Timsit au Cirque Royal. Le gars, c'est une vedette. Je suis dans ma loge, il vient, il toque, c'est lui qui toque, il vient en personne. Tu sais, quand j'ai fait Gad Elmaleh et Kev Adams, à un moment, il voulait me rencontrer avant le spectacle, c'est un régisseur qui est venu me chercher en me disant, voilà, Gad voudrait te rencontrer. Bon, je vibrais, hein, je tremblais, je disais, Oui, putain, tu Gad m'étonnes. veut me rencontrer, putain, c'est formidable. Mais là, je suis dans ma loge au Cirque Royal et ça toque à la porte, j'ouvre, j'ai Patrick Timsit devant moi qui me dit, ah bah, écoute, on m'a appris que tu faisais ma première partie, je suis enchanté de te rencontrer et tout. J'étais là, oh putain, quel artiste, c'est fabuleux quoi. Le mec vient me voir, il se présente, il est enchanté, tout ça. Et il me fait une proposition extraordinaire, il me dit, est-ce que ça te dit qu'on fasse un sketch à deux pour t'annoncer? Et j'étais là, wow, putain, mais quelle classe quoi. Le mec me propose d'écrire un sketch, et donc une demi-heure avant de monter en scène, on a écrit un duo qu'on a joué derrière le rideau, donc c'était juste des voix off
pour amuser les gens et pour annoncer que j'allais être la première partie. On a écrit un sketch à deux, comme ça, 30 minutes avant de monter sur scène. Ah, c'est génial. Et puis, donc on avait nos feuilles, et on a lu ce qu'on a écrit derrière le rideau pour amuser le public. On entendait les rires des gens, et donc il m'a annoncé. Et j'ai reçu un accueil formidable. Et je pense que ça, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai en première partie. Et c'est aussi sur là que je me suis dit, tiens, c'est dommage, parce Patrick Missit, il a eu des problèmes à cause de son humour, parce qu'il avait fait des blagues sur les handicapés ou des trucs pareils, et c'était très 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 mal passé. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment dommage que les gens ne connaissent pas l'homme qui se cache derrière l'humoriste, parce qu'en fait, bien souvent, quelqu'un qui est hyper trash, c'est quelqu'un qui est dans la vie profondément gentil et inoffensif, et donc c'est juste de la blague. Après, évidemment, il y a des blagues trash qui peuvent blesser, mais je me suis dit, c'est con que les gens ne le connaissent pas en dehors de la scène, parce que putain, il est d'une gentillesse, mais c'est déconcertant. Mais apparemment, c'est pareil avec Mike Ward, qui lui a été attaqué en justice et tout ça, il a dû payer et tout ça. Et dans tous les podcasts que j'écoute, tous les humoristes disent la même chose, c'est que c'est le gars le plus gentil de l'histoire du monde et qui fait tellement de choses pour les autres. Ah oui, 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 oui. Bah, lui, il est fabuleux, hein. Mike, c'est un gars qui il cotise pour les plus démunis. Enfin, je suis en train de m'avancer sur un truc que je maîtrise pas, mais il fait des actions, et quand il peut apporter sa pierre à l'édifice, il le fait toujours, et il a pas besoin de le revendiquer. C'est un peu du putaclic, c'est genre, ah, vous avez vu, j'ai fait une bonne action. Lui, il a pas besoin de le dire, il fait sa bonne action, et tout ce qui se dit, moi, mon job, c'est de faire des blagues, je fais des blagues, et mon humour, c'est un humour trash, et voilà, point, quoi. Et c'est dommage aussi que les gens ne le connaissent pas en dehors, parce que, de nouveau, quoi, c'est une douceur. Tu as eu l'occasion de le rencontrer quand tu as été joué à Dubaï, il me semble. On était programmés ensemble dans un même spectacle à Dubaï, et donc forcément là, moi c'était comme un gamin de 6 ans qui va à Euro Disney, quoi. Là, j'étais en train de réaliser un rêve. Tu vois, j'ai un regret, c'est que j'ai jamais rencontré Raymond DeVos, mais j'ai une fierté, c'est que j'ai rencontré Mike Ward, quoi. Moi, c'est vraiment mon préféré, quoi. Dans les humoristes vivants, c'est le gars. Moi, j'écoute hyper souvent ses podcasts, je regarde ses sketchs avec grand plaisir. Bah, avec ces podcasts, t'as de quoi écouter, hein. Ah ouais, mais il est tellement bienveillant. En plus, quand tu vois qu'il reçoit les autres artistes, il est tellement sympa. Il les écoute, il parle, il fait des blagues. Tu sais quoi, il vit finalement juste bien. Moi, au Québec, c'est un de mes préférés, ça c'est clair. Mais dans les humoristes aussi, c'est un de mes préférés. Son spectacle complet sur YouTube, il est incroyable. Enfin, tous les sujets sont toujours touchy, mais super bien traités. Enfin, j'adore. Je suis tellement fan. Et les podcasts, mais sur chaque podcast, il est drôle. Il n'y a pas un moment où il est nul. Il y a jamais. Je crois que j'ai jamais entendu une vanne où je me suis dit cette vanne est vraiment à chier et il aurait pas dû la faire. Je me suis jamais dit ça. Tu as tourné avec ton deuxième spectacle qui s'appelle Optimiste. Et ça fait combien de temps que tu es avec ce spectacle-là? 4 ans, je crois. Et ben là, t'arrives au bout, il me semble. J'en ai écrit un nouveau. Je l'ai joué 2 fois, et puis après, il y a eu le confinement. Donc, je vais réécrire dessus, parce que le confinement nous a appris plein de choses. M'a appris plein de choses. Et qu'est-ce qui va changer entre ce spectacle-là et les deux précédents? Alors, le premier spectacle, c'était juste des sujets alambiqués où j'étais hyper trash. Le deuxième, c'était un spectacle où je retraçais mon envie de vouloir devenir musicien trompettiste, et que je réalise que je n'ai pas du tout le sens du rythme et des trucs pareils. Je découvre le théâtre, donc c'est un peu un spectacle autobiographique. Et ici, je reste sur quelque chose de propre à moi, mais j'ai envie de défendre plus d'idées, et donc plus travailler sur le fond. La forme, je crois que ça va, mais c'est vraiment sur le fond. Il y a des sujets qui m'intéressent vraiment, et où je me dis, oh, où il y a moyen de creuser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai hâte de le voir. Yay! Avec le spectacle donc Optimiste, tu as fait aussi le Festival d'Avignon, on l'a mentionné tout à l'heure. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu 3 visions du festival, parce qu'il y a Benoît Delaby qui l'a fait, Étienne Serre et Félix. Donc j'ai eu 3 visions dans le podcast un peu du festival. C'est quoi ta vision du Festival d'Avignon? Est-ce que c'est à faire, ou est-ce que c'est une bonne expérience?
Alors, c'est à faire éventuellement. Ce serait con de dire que c'est pas à faire. Bonne expérience, c'est une expérience enrichissante. Moi, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté le bazar. Mais j'ai appris beaucoup. Je me suis quand même bien amusé. J'ai rencontré des gens hyper cool. Mais vraiment, le festival en tant que tel, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. À quel niveau? Genre l'été dernier, il y avait par jour 1680 spectacles. Ce qui fait qu'il y a une petite concurrence, quoi. Donc quand tu dois faire de la promo en rue pour convaincre les gens de venir te voir, euh, s'il y a des fois, t'es avec tes flyers, tu t'apprêtes à démarcher quelqu'un, et puis en fait c'est aussi un comédien, t'es là, ah pardon, désolé. Et vous jouez à quelle heure? 14h, allez, quand, hein, je te bien se passer. Il y a un côté très industriel, dérangeant pour moi. Est-ce que maintenant tu regardes beaucoup d'humoristes ou pas tant que ça? Ouais, j'en regarde quand même pas mal, hein. Je regarde Mike Ward, je regarde beaucoup. Je regarde. En fait, c'est simple. Mike Ward, je regarde énormément. Thomas Wiesel, je regarde beaucoup. Ouais, je crois que c'est les deux que je regarde le plus, en fait. Puis après, je regarde sur Netflix, de temps en temps, des stand-up. Mais sinon, quand on n'est pas confiné, je vais un maximum de fois au Comedy Club ou au What the Fun pour et au Made in Bruxelles Show pour voir les artistes. J'adore voir les artistes jouer, j'adore les voir sur scène, j'adore voir les gens créer. Bah ouais. Mais en plus, ce qui est chouette, ce que je trouve, c'est que tu es un des seuls qui vient dire un retour aux gens quand tu viens voir le spectacle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu viens voir, mais tu as envie d'en parler de ce qu'on a fait sur scène et c'est super chouette. Moi, j'avais joué au Made in Bruxelles Show et tu étais venu me voir, donc moi j'étais en panique parce que je me suis dit, il va me vanner, il va me dire des trucs. Parce que je te le connaissais pas personnellement, donc je me disais, tu vois, j'avais l'idée du gars sur scène qui va dans le trash, qui va vanner. Et je savais pas en fait que tu étais si sympa et si éclairé sur le stand-up et que tu avais beaucoup de choses à partager. Donc je t'avais trouvé ça super chouette. Bah j'essaye quoi, je me dis en fait il y a pas de, on gagne rien à garder. Si t'as quelque chose de cool à dire à un artiste, tu gagnes rien à le garder pour toi-même. Donc si tu vas voir un truc, après tu peux voir la personne, boire un verre, lui dire ah ouais ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé ou quoi que ce soit en restant bienveillant et c'est enrichissant pour tout le monde quoi. Et forcément bah, comme maintenant en Belgique, bah moi je suis un peu médiatisé avec le biais de la radio. Quand je vais voir un plateau, ben, je sais qu'il y a quelques stand-uppers qui voient qui je suis. Et donc, s'ils voient que je suis présent, ben, ils vont peut-être me demander mon avis ou quoi que ce soit. Ou alors c'est moi qui vais aller vers eux en disant ah ouais j'ai bien aimé ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que j'ai pas aimé du tout la personne ou là je dis rien du tout en me disant oh, parce que si je dis quelque chose ça va être méchant genre c'était de la merde. Mais c'est tellement subjectif. À la fin du podcast, parce qu'on arrive tout doucement à la fin, tu sais que je fais l'interview name dropping, où je te demande de me citer à chaque fois un humoriste. Tu dois en choisir un, américain, français, québécois, suisse, homme, femme, petit, grand, ce que tu veux. Mais à Ok. chaque fois un. Tu dois te limiter à un. Alors l'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré. Mike Ward. L'humoriste qui t'inspire le plus. L'humoriste qui m'inspire le plus. Ou qui t'a inspiré le plus. Oh putain, c'est une bonne question ça. Il y en a. Et juste. Ah putain, on peut en donner que un. Oh, Tom Wiesel alors. Tom Wiesel? Ah, c'est marrant. Ouais, je le trouve très 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 inspirant. Ah, Il y a un chiant, il y a Haroun. Non. Ah. ah, c'est marrant, j'aurais pas deviné celui-là. Ouais, non, Haroun Harold, il est est. incroyable, moi, je trouve. Je sais pas, mais j'ai droit qu'à une seule réponse. Je vais dire Tom Haroun. Thomas Rowe, ça marche. Celui que tu regardes tout ce qu'il fait, Mike Ward. Mike Ward, tu y as répondu pendant le podcast. Celui qui t'a donné envie de monter sur scène. Bah oui, mais il y a plein de trucs. Monter sur scène, dans les gens après qui m'ont confirmé cette envie, qui ont réussi à dégager des choses, il y a quand même Jamel Debbouze et Gad Elmaleh qui ont fait un travail formidable, malgré le fait qu'ils aient été épinglés par Copy Comique. Ça n'enlève pas le fait que ce soit deux personnes
c'est quand même des petits génies, quoi. Ils savent jouer, ils savent maîtriser une salle, ils savent maîtriser la scène. Ils ont quelque chose de ouf. Il y a Florence Foresti aussi, qui est dans la veine des trois. Ah, voilà. J'arrive même pas à respecter le jeu. Je ne sais pas donner un seul nom. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement, où t'as fait une découverte, tu t'es dit, waouh, c'est super fort? Sugar Sammy, quand je l'ai vu la première fois au Comedy Club, j'étais là, waouh, le gars, le gars est fort. Hein. Le gars, il était venu jouer en français, qui est donc en ordre de langue, la quatrième langue qu'il parle. Il est plus fort que moi dans sa quatrième langue, alors que moi, c'est ma première. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime? Que tu te dis, je comprends pas tout le buzz qu'il y a autour de lui. C'est subjectif à mort, hein. C'est pas pour autant que que tu critiques. Bah, dans la question, en fait, je dois pas donner de nom, là, je peux juste répondre oui. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime? Oui. Non, mais qui ça? Moi, j'aime bien, mais après, c'est Farid. Farid, voilà, oui, il est bien, mais je suis pas en admiration de ouf, quoi. Je trouve que le gars, il fait bien son taf, tout ça, mais j'ai pas le côté genre, oh, Farid, t'as vu ce qu'il a fait? J'aurais publié un truc, moi, je suis pas, j'ai pas un affect genre, putain, l'humoriste de ouf, quoi. Parce que je trouve que sa communication, j'ai plus l'impression de voir une pub pour parfum que de voir un humoriste. Mais après, ouais, il fait un taf de ouf, hein. Question inverse, est-ce qu'il y en a un que tu trouves qu'on sous-estime, qui est tellement bon que tu comprends pas que le monde entier ne le connaisse pas? Ouais, hein, Régis Canon. Comment flatter mon ego à mort? Je comprends pas, le gars il fait des podcasts et tout. Le gars, il va regarder ma vidéo, il va se dire putain, j'ai dit de la merde dans la fin du podcast. Oui, bah ça, malheureusement, il y en a beaucoup trop. C'est le problème de ce métier, c'est qu'il y en a plein qui sont fabuleux, mais qui sont pas vraiment dans la lumière ou quoi que ce soit. Là, il y a quoi? Il y a Félix Jean, il y a Alexandra Pizzagalli, il y a Farah, il y a Edgar Yves, il y a Funky Fab. T'en as des qui sont pas estimés à leur juste valeur. Il y en a blindés. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je fais le podcast, c'est que j'ai toujours envie de parler des humoristes que j'ai dans les épisodes. Et il y a plein de fois où je dis, ah, c'est trop cool, j'ai PE ce soir, que je vais l'interviewer et les gens font, qui ça? Et je fais, mais enfin! Et moi, je suis trop content. Voilà, moi, je suis sous-évalué. Voilà. Enfin, ça va, ma mère me reconnaît, donc c'est bon. C'est déjà ça. On est sur un bon départ. Le spectacle que tu recommandes le plus? Le spectacle que je recommande le plus, c'est d'office d'aller voir en live. Parce que bon, après, il y a les spectacles que tu peux regarder en vidéo, mais je trouve que le spectacle vivant, ça doit se voir vraiment en live. Parce que la magie du spectacle vivant est beaucoup plus jouissive. Moi, je recommande 3 en ce moment. Si tu veux, je te dirai après. Je sais pas, alors, je pense qu'en ce moment, ce qui est chouette, enfin, en ce moment, hors pandémie, le nouveau spectacle de Guillermo Guise, ou son ancien, parce que faut reconnaître que le gars, il écrit quand même vachement bien. Il y a qui d'autre? Farah, je trouve que c'est dément. Émilie Krohn aussi, j'aime beaucoup. Et je dirais Gaëtan Delferrière. Oh, il y a Cyril Nayari aussi, mais elle, je l'ai pas encore vue sur son spectacle entier. Mais Gaëtan Delferrière, ouais. Moi, je l'ai recommandé, mais c'est ce que vous pouvez regarder même en période de confinement, puisqu'ils sont sur Internet. Il y a Pulsion de Kian Kojandi, qui est sur YouTube. Ouais, c'est vrai que c'est un bon spectacle. Il y a Je t'aime de Adib Al-Khalidé. Oh ouais, c'est vrai qu'il est balèze aussi, lui. Le spectacle est complet sur YouTube. Il l'a mis il y a pas longtemps, je crois, il y a un mois peut-être max. Ah, trop bien. Tu iras voir Je t'aime, ça s'appelle. Incroyable ce spectacle. Et le spectacle de Mike Ward, qui est en complet sur YouTube aussi. Ah ouais, lui il est fabuleux. Ouais, Mike. Hein, Mike, quand on était dans un festival ensemble et un soir on était un peu bourrés parce que nous aimons tous les deux boire et je lui fais t'es vraiment le patron et il l'a mal pris. Il fait non mais je suis pas que tu dis je suis le patron. Je fais, mais c'était pas, je voulais pas te blesser. Hein, je voulais juste. C'est vraiment une conversation de bourré quoi. Je voulais pas te blesser en me disant que t'étais le patron. Je fais, j'aime pas qu'on me dise que je suis le patron. Il a vexé Mike Ward. En disant que en lui disant que c'était le meilleur quoi. Putain ouais, je l'ai vexé en faisant un compliment. On n'est pas sur une petite note de génie là. Maintenant, on arrive à la toute fin où je te demande de choisir cette fois-ci entre 2 humoristes. Tu dois choisir lequel tu préfères. Alors le premier. Ok. Ah pardon. Celui que tu préfères, mais ça sera au niveau de la scène, pas spécialement la personne.
On va vraiment dire au niveau du jeu, celui qui te fait le plus rire. Ok, Et ok, c'est vraiment d'accord. subjectif, donc la personne ne peut pas se plaindre auprès de toi si tu ne l'as pas choisi. Mais j'ai fait exprès de prendre des gens que ça va un peu te compliquer la vie. En tout cas, j'espère. Ok. Entre Cody et Pablo Andrés. Cody, Entre Étienne Serre et Dan Gagnon. Dan Gagnon, Mike Ward et Seinfeld. Mike Ward. Pour le moment, c'est pas trop difficile. Ah, ça va, ben j'espérais plus dur, mais dommage. Entre Jérémy Ferrari et Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Entre Pirette et les frères Taloche. Ok, là c'est dur. Ah, voilà. Ouf, je vais prendre les frères Taloche. Entre Patrick Timsit et Bigard. Ah putain, qui je préfère en termes scéniques? Bigard. Entre Fanny Ruet et Laura Lone. Laura Lone. Et j'avais noté, entre Émilie Krohn et Farah. Ah, t'es une pute. Comment tu... Oui. Ah, enfin. Ah, mais je les aime toutes les deux. Non, je ne choisis pas, je prends les deux. Et non, vraiment, j'adore les deux. J'ai été les voir plusieurs fois. Là, vraiment, sur ce choix-là, je pourrais pas. Je les aime toutes les deux, quoi. Vraiment, pareil. Eh ben, je pensais te mettre dans la merde plus tôt, mais il y a juste sur le dernier que t'as pas su choisir. Non, mais en plus, je peux justifier tous mes choix. Hein. Cody, j'ai travaillé avec lui. Je trouve que c'est un génie. Il joue hyper bien les personnages. C'était quoi? T'avais proposé donc Cody, Pablo Andrés. Donc dans les deux, en fait, je trouve Pablo incarne hyper bien ses personnages, mais l'avantage de Cody, selon moi, c'est qu'il a un capital sympathie qui est beaucoup plus grand, et ça c'est un avantage qu'il a sur tous les humoristes. Entre Étienne Serc et Dan Gagnon, je trouve que Dan Gagnon en fait a une culture du stand-up beaucoup plus ancrée et une maîtrise de l'exercice beaucoup plus assumée, ce qui fait que tu sais, Dan, il peut te parler d'un sujet hyper dramatique où tu vas quand même rire et à un moment tu vas te dire putain, il est en train de me faire rire quand même sur le cancer de sa mère. Attends, après il y avait quoi donc? Mike Ward et Seinfeld. Ben alors Mike Ward en fait c'est très simple le choix, c'est que déjà Mike Ward c'est mon préféré de tous et surtout je ne parle pas anglais. Donc Ok. l'humour pour moi est plus simple à comprendre quand c'est ta langue maternelle parce que quand tu regardes en anglais avec des sous-titres, ok, ça reste amusant, mais tu perds quand même une partie de la subtilité et de la magie du truc. Donc le choix est pas trop difficile. Là, n'importe quel francophone face à Seinfeld, je prends le francophone parce que c'est ma langue maternelle. Enfin, n'importe quel francophone Qui est qui correct. sait, ouais. Entre Jérémy Ferrari et Gad Elmaleh, t'avais dit Gad Elmaleh. Je préfère Gad Elmaleh parce que je trouve que ça reste quand même un gars qui sur scène a une façon de jouer assez extraordinaire. Jérémy Ferrari, parce que la question c'était la façon de jouer, hein, ce que je préférais. Et Jérémy Ferrari, pour moi, il a un peu genre un côté sentinelle de l'air. Il fait des gestes à répétition comme ça en permanence. Et je trouve que le jeu de Gad est plus fluide. Pirette et les frères Taloche. Ça, c'était chaud, mais en fait, Pirate, il fait plein de personnages et tout, il est très fort, mais maintenant, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pas dit la même chose, mais maintenant que j'ai vu un Cody ou un Pablo, qui, quand ils incarnent des personnages, tu ne te dis pas, oh, c'est Pirate qui est déguisé en Madame Bigoudi, mais Pablo, quand il fait Ramon Culo, tu te dis pas, c'est Pablo, quoi, tu dis, Ramon Culo, il est bon. Tandis que Pirate, c'est toujours, c'est Pirate. Là, il fait Madame Bigoudi, mais c'est Pirate. Tu vois, si tu m'avais donné comme choix Pablo Pirette, j'aurais pris Pablo. Parce que pour moi, Pablo, c'est un peu le Robert De Niro de l'humour belge, quoi. Quand il incarne un personnage, il le fait à fond. S'il faut qu'il prenne du poids, il serait capable de le faire. Mais là, entre les Taloches et Pirette, ben, je trouve que les Taloches proposent plus de choses, scéniquement parlant, quoi. Ben, en même temps, ils font du burlesque et des trucs comme ça, quoi. Donc, ils jouent à fond. c'est, c'est leur arme ultime, quoi. C'est leur... Bah après, c'était Fanny Ruet et Laura Lone. T'es parti sur Laura Lone. Je suis parti sur Laura Lone parce que bah, scéniquement, elle joue quoi. Pour le moment, en fait, Fanny, ça fait que 1 an qu'elle monte sur scène et donc je trouve que pour le moment, Fanny, elle déteste qu'on la compare à d'autres humoristes, mais en même temps, c'est super logique parce qu'elle est en train de se découvrir scéniquement parlant. Et pour moi, il y a une différence entre la Fanny que je vois sur scène et la Fanny que je vois faire des vidéos pour Proximus. Et je trouve qu'elle la liberté et la fantaisie avec laquelle elle s'exprime aussi bien dans le ton que corporellement dans ses vidéos Proximus est quelque chose qu'on ne retrouve pas encore quand elle est sur scène, alors que ça sent en elle
qu'elle n'a pas spécialement envie de rester statique derrière un pied de micro. Donc pour le moment, quand il y a des gens qui disent oui, on dirait de la soupe Blanche Gardin, ils n'ont pas spécialement tort, ils n'ont pas spécialement raison, mais elle est en train de se découvrir scéniquement parlant, et donc la façon dont elle le fait, son point de départ est quelque chose qui ressemble à une veine de Blanche Gardin, mais quand elle va se développer et continuer de jouer, on va découvrir une vraie Fanny Ruet scénique qui va être formidable. Et actuellement, choisir entre les deux, il s'avère que Laura Lone a plus de planches et donc a plus de jeu et plus de consistance quand elle joue. Après, c'était Bigard et Patrick Timsit. Là dans le jeu, c'est la force de Bigard, c'est que le mec il sait te raconter une histoire comme personne quoi. Donc lui il a pas besoin spécialement de bouger quoi, mais le gars il en impose de ouf. Là où Team Seat, il va être plus dans le surjeu. Et après, c'était que tu n'avais pas choisi entre Émilie Krohn et Farah. Là, je choisis pas, j'aime les deux. Toute dernière question. Je me suis grandement inspiré du podcast de Dan Gagnon gratuitement, où il demandait à la fin qui, selon toi, ça serait bien que je reçoive dans le podcast. Farah, Guillermo, Funky Fab. Funky Fab, on s'organise pour le moment. Ah, c'est bien, voilà. Voilà, 3 noms, c'est déjà bien, non? C'est déjà très bien, ouais. Bah ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, d'avoir bien voulu le faire. Non, merci à toi pour l'invitation. Franchement, merci beaucoup. Je suis trop content merci à toi. de l'avoir fait, parce que je suis un peu fort fan depuis que je t'ai vu au Mons Comedy Club en 2012. Mon Dieu, j'avais des... Ben voilà, merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.